Troisième et dernière partie de notre émission, dont le numéro de ce jour est consacré au décryptage du mini-sommet qui vient d'avoir lieu entre le président américain et 5 de ses homologues africains. Mes 3 invités et sont toujours avec moi et je vous en remercie, Maître Brice Nzamba. Ce que disait Patrick Mboyo est sans doute intéressant. Ça nous amène à mener la réflexion sur la question de la nécessité de l'union. Patrick Mboko dit on n'est pas obligé de parler du même voix, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes points de vue ou du moins d'avoir des politiques communes. Si je transpose sur tous les sujets, nous ne sommes pas obligés de parler la même voix et avoir la même politique. Sur tous les sujets. Mais il y a des sujets sur lesquels nous pouvons avoir la même vision. Les sujets qui sont vitaux. La question de l'autosuffisance alimentaire, la question de la transformation ou du bradage de nos matières premières. Ce n'est que ça. Rien que ça. Où est-ce qu'on ne veut pas manger à sa faim? Il n'y a pas un seul pays sur le continent où personne ne veut manger à sa faim. Tout le monde veut manger à sa faim. Tout le monde veut avoir la vie moins chère. Tout le monde. Alors, mais ça se construit, ça, Brice Nzamba. La question aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive même pas à mettre en place de vraies politiques. On a décidé à Maputo, le fameux traité de Maputo qui veut que chaque État consacre 10% de son budget à l'agriculture. On n'y est pas. Oui, et ça fait depuis 1992 que ça oui, mais ça perdure. Monsieur Togobé, vous savez, en droit, il y a un principe qui dit que qui peut le plus, peut le moins. Mais qui ne peut pas le moins, ne pourra pas le plus. Oui. Vous voyez, à contrario. Donc déjà, quand vous avez déjà des dirigeants sur le plan national qui ne sont pas capables d'assurer même l'autosuffisance alimentaire à leur propre population sur le plan interne, oui. Comment voulez-vous que ces dirigeants participent à une autosuffisance alimentaire sur le plan continental? Ou régional. Ou régional même. Ils sont même allés sur le plan continental. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut d'abord commencer par avoir des dirigeants qui ont une vision économique, politique, de puissance. Ils l'ont quand même. Pour leur État. Et il y en a qui, encore une fois, on va pas généraliser. Non, mais il y en a qui travaillent correctement. Oui, mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Okay. Mais le but, c'est d'en avoir de plus en plus. Oui, bien sûr. De plus en plus. C'est-à-dire que moi, je parle, par exemple, de la sous-région en Afrique centrale. On a des vraies difficultés au niveau de l'Afrique centrale. Oui. Vous voyez, il y a des États qui importent quasiment tout au niveau de l'alimentaire. Ouais. C'est quand même extraordinaire. Alors qu'on a des terres qui sont fertiles et qu'il suffit de former la jeunesse à travailler le sol. Ouais. Mais parce que nous avons aussi, et c'est là, je rejoins ce que disait Patrick Mboyo, il y a aussi, je dirais, un préjugé issu de la colonisation qui fait que pour les Africains francophones, surtout de l'Afrique centrale, le travail, en fait, le travail qui est valorisé, c'est le travail au bureau. Oui. C'est-à-dire que le rêve d'un père congolais, surtout de Brazzaville, pour les autres pays, je ne sais pas, mais je pense que c'est un peu pareil, c'est que son fils obtienne un doctorat et qu'il travaille dans un ministère. Voilà, c'est ça le rêve. C'est-à-dire que tout ce qui est, par exemple, commerce, c'est considéré comme dégradant. C'est-à-dire qu'une personne qui a un commerce dans le quartier... Agricole, c'est encore pire. Agricole, c'est encore pire. C'est-à-dire que le travail de la terre, chez nous, c'est dévalorisé. Vous voyez? Alors qu'on ne peut pas assurer l'autosuffisance alimentaire de son peuple si on ne valorise pas le travail de la terre. Et pour cela, donc, il y a des formations qui existent pourtant. Il y a des formations agronomes. Oui, on a des lycées agricoles aussi. Voilà, qui existent. Mais ce n'est pas suffisamment développé, ce n'est pas suffisamment mis en avant. Et ce qui fait qu'on importe tout. Vous voyez, donc déjà, moi, je pense qu'il faut commencer par penser local pour espérer penser régional et continental avec efficacité. On n'est pas tout. Il a raison. Moi, j'ai été scandalisé l'autre fois d'apprendre que votre pays, la RDC, importe de la tomate. Oui, mais c'est aberrant. C'est aberrant, c'est aberrant. Je ne veux pas revenir sur ce que vient de dire M. Nzamba, je partage tout. Je pense que nous ne devons pas nous retrancher derrière les handicaps dus à la colonisation et tout. Nous devons peut-être notre chance aujourd'hui de transformer les choses à partir de ces handicaps-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites dans nos continents, dans nos pays, et c'est là que peut résider notre chance. Borges disait que les problèmes sont légués aux humains pour qu'ils les transforment en
quelque chose de bien. C'est vrai. Pourquoi ne ferons-nous pas la politique de la toile d'araignée? Tous les minerais stratégiques sont chez nous. L'araignée fournit d'abord l'effort de tisser sa toile et puis laisser les insectes venir se perdre, s'échouer dans cette toile. Je pense que nous devons prendre le taureau par le cornes et inverser les choses. Tout est question, vous l'avez dit, de l'élite, de la politique, de la vision, de ce que nous voulons faire de notre continent. Et je pense que le terrain est propice et, comme disent les Bantous, façonnons l'argile pendant qu'elle est humide, au lieu d'aimer la pluie et de détester la boue. Voilà. Après, ça sera difficile. Patrick Mboyo. Vous savez, M. Brice Damba vient de parler de quelque chose là, de pensée locale. Mais justement, c'est la thèse que j'ai soutenue, la représentation des collectivités territoriales. On ne peut pas concevoir l'Afrique de demain, la puissance, sans partir du local. Prenez l'exemple des pays qui sont aujourd'hui les principales forces économiques dans le monde. Prenons le cas juste d'un pays comme la France, parce que nous adressons aux francophones. La France a été construite à partir des communes. Il y avait plus de 36 000 communes en France. Aujourd'hui, il y en a un peu moins de 36 000, 35 000 et quelques. 36 000 communes, c'est-à-dire c'est à partir des bourgs, des paroisses, des regroupements des gens, des villages en réalité. Paris, en réalité, s'appelait Lutèce à une époque. Bien sûr. C'était un petit bourg. Et ce sont ces petites communautés qui ont construit ce qu'on appelle aujourd'hui la France et qui sont arrivées à la Révolution, faire la République. Après ça, a dégringolé. Mais ils sont partis du bas. Prenons la logique de la construction. Prenons les États-Unis. C'est une fédération qui s'est construite de manière fédérative, permettez-moi la tautologie. C'est-à-dire, petit à petit, 13 premières colonies qui ont été bâties par des petits villages, des Indiens, qu'on appelait Indiens, qui ont été un petit peu les premiers véritables habitants de l'Amérique. On les a trouvés, on leur a fait la guerre, on a pris leurs exploitations. C'est à partir de leurs villages qu'on a construit des grandes villes comme New York, comme Los Angeles, comme San Francisco, comme Seattle. Si vous partez de cela, cette fédération n'est pas partie de rien. Or, nous avons des États qui ont commencé par être États à l'indépendance, 1960, sans avoir un substrat local. Je vous invite à lire ce livre. Et j'invite aussi les téléspectateurs à lire ce livre. C'est très intéressant ce que vous dites. Parce que je parle justement de la représentation. Nous devons avoir une représentation des collectivités territoriales. Nous devons avoir une représentation des entités décentralisées. Une décentralisation, justement. Avant de pouvoir penser à une puissance. Ça, c'est une piste. Régionale ou continentale. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut avoir faire la politique de ses moyens et avoir les moyens de sa politique. Sauf que la RDC a un pouvoir sur les papiers décentralisé, mais dans la pratique, ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas que la RDC. Oui, ce n'est pas que la RDC. Et deuxièmement, encore faut-il qu'il n'y ait pas de Kagame qui puissent travailler pour des puissances extracontinentales contre des puissances des États. Bon, vous avez un problème personnel avec. Le problème, c'est nous-mêmes aussi. Il faut que nous. Rwandais, ça se voit. Je vais vous faire une petite confidence. Vous savez, en France, la première loi de la décentralisation en France a été adoptée en mars 1982. Première loi de la décentralisation, dit loi déférée. Mais la première loi de la décentralisation, Zaïre de Mobutu, initiée par le professeur Vundwa Wetepe Mako, a été adoptée un mois plus tôt, en février 1982. On peut même dire que le Zaïre a été en avance par rapport à la France. Et quel est le résultat? Sur la conception de la décentralisation. Voilà. Et quel est le résultat? Le résultat, c'est que la France a mieux développer sa décentralisation que la République démocratique. L'homme a fait justement, c'est ça que je dis. On peut faire. C'est ce que je dis. Oui. On ne manque pas de vision par rapport à ce que je disais. Il y en a parfois des visions, des personnes visionnaires qui comprennent, qui voient loin. Mais simplement, qu'est-ce que nous pensons dans la continuité? Est-ce que nous pensons à travailler de manière pérenne et de manière continue? Non, mais il faut investir dans l'homme. Il faut non seulement, c'est très intéressant ce que vous dites. Il faut non seulement investir dans l'homme, mais il faut éviter que toutes les dynamiques du pays soient caporalisées par les capitales. Que tout se décide. Il faut éviter que tout se décide dans nos capitales. Que tout se décide à Brazzaville, à Cotonou, à Lomé, à Kinshasa. Vous allez aujourd'hui dans un village africain où il n'y a pas d'école, tout le monde attend que l'État vienne construire l'école. Même des routes. Mais attendez,
Mais si vous y allez avec une Bible, vous dites je suis pasteur, tout le village va vous construire une église. Absolument. Absolument. Alors, et on va prier dans cette église pour que l'État vienne nous faire des écoles, de l'eau, des routes, etc. Donc, on a stérilisé même les dynamiques locales, Brice. Et les gens donnent des offrandes tous les dimanches pour la construction des temples dans les églises. Alors qu'on n'a pas de regarde les dimanches, et on attend l'État. Mais parce que la première richesse d'un État, c'est l'homme. Oui. C'est-à-dire que nous, on a aussi une erreur de croire que les États africains sont riches parce qu'ils ont des sous-sols riches. À force de répéter ça, et voilà, c'est ça. On ne comprend pas que la première richesse d'un État, c'est l'homme. Quand vous avez des hommes qui sont formés et qui ont une vision à long terme de ce que l'État doit faire et devenir, les matières premières que vous avez, vous comprenez, puisque les hommes sont formés, ils comprennent qu'il faut les transformer sur place pour générer de la valeur, pour que cette valeur génère du travail, que ce travail-là puisse ruisseler sur l'économie, et ça dynamise un État. Pourquoi? Parce que les hommes sont formés, ils sont capables de penser ça. Voilà. Mais donc, nous, en fait, on a des diplômés, il faut le dire, hein, on a des diplômés, mais au niveau de la formation, je dirais, parce qu'il y a la formation intellectualiste, oui. Et puis, il y a la vision qui est liée plus à la formation des qualités humaines qu'on doit avoir. Mais vous savez comment certaines agglomérations sont développées en France? Ce n'est pas l'État qui est allé vers ces agglomérations. Il y a des villageois qui faisaient leurs champs. Ils n'avaient pas de route pour évacuer leurs marchandises. Ils ont commencé eux-mêmes à construire des routes. L'administration s'est dit, mais attendez, il y a des gens qui habitent là-bas. Nous avons intérêt à faire quelque chose pour eux si nous voulons ne serait-ce qu'avoir des électeurs. Donc il faut aussi, si l'État faillit, il y a une faillite d'État, il faut aussi que les individus commencent eux-mêmes par impulser les choses pour que l'État puisse prendre le relais. Après, si vous tenez toujours à prendre l'exemple français, c'est le chemin retour qui se fait maintenant. Hein, mais ce n'est pas pour ça qu'on fait que la France soit comme le monde. Je me souviens avoir lu Marie-Lise Christadler a écrit, c'était en allemand, Paris, on dit française, c'est juste... Paris est le désert français. C'est-à-dire vous avez tout concentré à Paris et le reste, et d'ailleurs, le reste c'est le désert. On parle maintenant même de désert médical, il n'y a plus de services de proximité. Donc ce n'est pas forcément le bon exemple à prendre. Mais c'est le contraire de ce que j'ai dit. C'est-à-dire que les villages se sont développés et l'État est obligé d'y aller. Oui, c'est ça. Ouais, on pourrait réfléchir par exemple. Bon, de toute façon, il nous faut créer des dynamiques propres. Mais qui doit passer, vous parlez tout à l'heure, Brice Nzamba, de produits agricoles. Mais j'étais récemment dans un pays ouest-africain, on importait du maïs de l'Afrique du Sud. Pourtant, vous avez le Burkina Faso qui peut produire du maïs. Vous avez des pays voisins. Les terres ne sont pas adaptées à toutes les cultures, on est d'accord. Mais on peut créer un marché, mutualiser, mettre en place une politique agricole. Toi, qu'est-ce que tu peux produire? Du maïs, moi je peux produire du riz. Parce que chez moi c'est humide. Mais on échange. Moi je peux voler des minerais. Non, mais vous... Non, mais on ne va pas ramener tout à Paul Kagame. Non, mais c'est un exemple aussi. Vous n'allez pas... Pourquoi on n'arrive pas à le faire? C'est la question. En tout cas, merci. Oui, dites-moi. Pardon, Richard Togbé. Tout à l'heure, je disais que les réalités ne sont pas les mêmes. Vous savez même pourquoi on parle aujourd'hui des zones de libre-échange. Le terme de libre-échange, ce n'est pas par hasard qu'on l'a choisi. Parce qu'en réalité, si on veut constituer un pôle économique commun pour être très fort, pesé, il faudrait le strat, je peux dire le niveau le plus élevé, ce serait d'avoir une union économique et monétaire pour toute l'Afrique. Mais avant cela, nous devons penser à avoir déjà une zone de libre-échange, c'est-à-dire que quelqu'un qui produit son maïs au Burkina Faso doit être capable de circuler jusqu'en RDC. Bien sûr, pourquoi pas? Au Bénin, au Togo, au Mali, etc. Et en réalité, lorsque la personne ramène son maïs en RDC, doit passer par ce qu'on appelle les douanes. Oui, il faut créer les barrières. C'est-à-dire créer une union douanière. Deuxième étape. Troisième étape. La personne peut en cours de route se dire, bon, je ne peux pas aller jusqu'en RDC pour vendre, j'ai un problème économique, là, il faut que je vende une partie de ma marchandise, par exemple, au Cameroun, mais je viens du Bénin. Ta personne doit avoir le droit de le faire. Oui. Ça s'appelle le marché commun. Troisième étape. Quatrième étape, on s'est dit, bon, maintenant, pour pouvoir vendre, on doit avoir besoin d'un instrument d'échange qui permet d'avoir la même valeur monétaire, la même valeur financière ou fiduciaire de la marchandise du Bénin jusqu'en RDC, c'est-à-dire la monnaie. Oui. Or, ces 4 niveaux, pour pouvoir le réunir, c'est tout un travail. Les collectivités territoriales pèsent
à l'intérieur pour savoir chaque collectivité. Comment une collectivité, par exemple, la province, la ville de Kinshasa, peut accueillir, peut taxer les commerçants venant du Bénin avec leur maïs ou leur coton, de la même manière que la ville de Cotonou pourrait le faire pour les Congolais qui ramèneraient, par exemple, des arachides ou peut-être du poisson. Et tout ça doit être réfléchi, mais on doit travailler en commun, étape par étape. Bref, rapidement. Tout ça n'est possible que si nous développons des politiques d'indépendance dans l'interdépendance. Oui, absolument. Absolument. Je pense que c'est une bonne conclusion. On quitte cette émission en étant optimiste ou pas? Oui, bien sûr. On a tout ce qu'il faut. Bien sûr, le potentiel est là. Moi, il nous faut juste produire de la réflexion. J'ai une grande confiance en la jeunesse africaine actuelle qui se forme et qui est de plus en plus panafricaniste, dans le bon sens, bien sûr. Et je pense que ce n'est pas les mêmes paradigmes. On est en train d'évoluer vers un paradigme différent. Et j'ai confiance pour l'avenir pour l'Afrique. Travailler dans la continuité. Nous avons étudié dans les universités occidentales. Il n'y a plus de complexe aujourd'hui. Non. Et d'autant plus que l'espoir fait vivre. Non. Travailler dans la continuité, c'est-à-dire savoir que ce que l'autre a commencé, je ne suis pas obligé de tout casser pour mettre mon nom dessus. Ouais. Non. Je prends ce qui a été entamé et je continue d'améliorer. Ce que fait Donald Trump aujourd'hui en recevant les chefs d'État de ces 5 États que nous avons vus, c'était le sujet de notre émission d'ailleurs, mais il est dans la continuité de ce que Biden a fait. Souvenez-vous, la seule visite de Joe Biden en Afrique, c'était en Angola, à Luanda, où il a justement convoqué le président de la RDC, le président de l'Angola, afin de pouvoir, le président du Congo-Brazzaville, je pense aussi, était là, Denis Sassou Nguesso. Non, le président de la Zambie, pardon. Le président de la Zambie. Il y avait 3 chefs d'État autour de lui pour parler du corridor de Lobito, c'est-à-dire sanctuariser la sortie des matières premières de la Zambie, la RDC de l'Angola, par l'Atlantique. Et Trump le continue. C'est ça. Non, mais au moins, on est concentré. Mais il n'y a pas que les gens dans la continuité. Trump n'a pas dit qu'il faut développer l'agriculture. Trump n'a pas dit je change ce que Biden a fait, mais il a continué l'œuvre que Biden les Européens Merci à vous. Faire la même chose. Et votre conclusion était pas mal. L'indépendance dans l'interdépendance. L'interdépendance, on s'échange. Vous avez, on a dans les supermarchés français de la tomate espagnole, italienne. Exactement. Et vous avez chez eux en Espagne du fromage français, du vin français, etc. Je produis pour toi ce que tu ne peux pas produire et tu produis pour moi ce que je ne peux pas produire. On est capable de ça. Merci à vous d'avoir participé. La mutualisation. À cette échange, la mutualisation. C'est la fin, mesdames et messieurs de Frontal. Votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour a été consacré au mini-sommet qui vient d'avoir lieu entre le président américain Donald Trump et 5 de ses homologues africains. Les enjeux, on les a évoqués et on quitte cette émission avec grand espoir. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous.